Bon, bonjour à tous. Alors moi je vais en effet vous parler de SEO et de Next.js. Donc Next.js c'est un framework front-end qui est une surcouche de React et qui permet de faire du rendu côté serveur, donc optimisé pour le SEO. Et pour la petite histoire, il y a quelques temps je faisais mon premier projet donc en tant que tech lead chez Theodo à fort besoin de référencement naturel. Donc l'objectif était de se positionner haut dans les résultats de recherche sur Google. Et pour optimiser le SEO, je suis parti sur du Next.js en me disant que j'étais backé. On a déroulé le MVP en quelques mois et un peu avant le lancement, pour vérifier que tout était au vert, on a fait un audit SEO. Surprise, surprise, en fait on a reçu une liste longue comme le bras de recommandations, dont beaucoup qui étaient priorité 1. Et donc j'ai fait un petit pas en arrière et je me suis dit bon, peut-être qu'il faut que je m'intéresse à la question du SEO un peu plus en profondeur. Et donc j'ai regardé tout un tas d'articles sur le SEO et déjà une raison pour laquelle s'y intéresser, c'est que sur Google, 60% des clics sont concentrés sur les 3 premiers résultats de recherche. Et en plus c'est gratuit. Un autre truc qui est super cool avec le SEO, c'est que ça permet de s'intéresser à plein de domaines du web. Donc par exemple la performance d'une page web, les différents modes de rendu, et même le bon respect des standards de sémantique, comme le standard HTML5. Pourquoi s'intéresser à la recherche au Google ? Tout simplement parce qu'il domine très largement le marché de la recherche, avec plus de 90% des recherches effectuées sur le web. Et donc la première question que je me suis posée, c'est comment fonctionne cette recherche au Google ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites une recherche sur Google, en fait, vous faites une requête à une base de données qu'on appelle l'index, qui est optimisée pour la recherche, et qu'on peut imaginer comme une base de données avec en ligne des mots-clés et en colonne des URL classées par ordre de pertinence. Et on va parler d'indexation pour parler du procédé qui consiste à transformer une collection d'URL en cette base de données, l'index optimisée pour la recherche. Et cette indexation, elle se fait en plusieurs étapes. La première, c'est l'étape de crawling. Donc le crawler Googlebot, va dépiler plein d'URL d'une queue, récupérer le HTML des pages et le processer. Ensuite, si le bot se rend compte qu'une partie de la page dépend de l'exécution de JavaScript, il va mettre l'URL dans une seconde queue d'attente, qui sera là dépilée par un autre crawler avec plus de capacité de rendu. Ce processus, il est plus coûteux pour Google et donc potentiellement plus long et plus incertain. Et enfin, on a une troisième étape qui est l'étape d'indexing, où là, le crawler va analyser le HTML et attribuer une note à la page en fonction de ce qu'il y trouve. Donc, vous l'aurez peut-être compris, mais l'avantage du server-side rendering, donc d'utiliser un framework comme Next.js, c'est de s'affranchir de la deuxième étape, puisque le HTML qui va être reçu par le premier crawler contient déjà tout ce qu'il faut pour afficher la page. Et il n'y a plus qu'à se concentrer sur l'étape d'indexing. Et là, il y a tout un tas d'informations qu'il faut fournir au crawler pour qu'il soit satisfait. La première, à ne pas oublier, ce sont les URL canoniques. Alors les URL canoniques, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite balise qu'il faut insérer dans l'entête de son document HTML et qui donne à Google l'URL de référence pour une page web. L'avantage, c'est que si vous avez le même contenu qui est disponible à 2 URL différentes, Google ne risque pas de considérer le contenu comme du contenu dupliqué et saura choisir laquelle des 2 URL garder. Dans la même veine, à insérer dans l'entête du document, vous avez donc le titre et la métadescription qui vont permettre à Google d'afficher les informations relatives au site sur la page de résultats de recherche. Et le titre va servir aussi comme titre de l'onglet sur Google. Enfin, dernier petit élément à insérer dans l'entête, vous avez les données structurées. Donc cette fois-ci, c'est un script qu'il faut mettre dans l'entête, et ça permet d'indiquer la structure et la nature du contenu au crawler. Donc par exemple, si vous faites un site de recettes comme Marmiton, vous pouvez indiquer pour chaque recette l'auteur de la recette, le temps de cuisson, la date de publication, etc. Et l'avantage, c'est que ça vous permettra à la fois de mieux vous positionner dans les résultats, mais aussi d'apparaître sur des encarts de résultats enrichis
Et par exemple là, Google détecte que l'utilisateur est en train potentiellement de rechercher une recette de cuisine, et donc votre page a des chances d'apparaître dans cet encart de recettes. Donc comment on fait ça en React? En fait, en React, ce qu'on vient faire, c'est manipuler cette petite div qui est dans le body. Donc en fait, le navigateur va télécharger un document HTML qui est minimal, qui contient très peu d'informations, et c'est le JavaScript qui va insérer tous les composants React dans cette div qui porte l'ID root. Le truc, c'est que pour manipuler l'entête, c'est pas forcément évident puisqu'on se trouve en dehors de cette div. C'est faisable, mais pas évident. Et avec Next, qui est pensé pour le SEO, vous avez par exemple le composant head, qui vous permet d'aller insérer tout ce que le composant wrap à l'intérieur de l'entête. Donc hyper pratique pour configurer le titre et la métadescription. Une deuxième erreur classique qu'on avait faite sur le projet, c'est de faire des erreurs de sémantique sur son document HTML. Google va être particulièrement attentif au fait que vous n'ayez qu'un seul titre H1 par exemple, et aussi que toutes vos pages comportent un titre H1. Donc existence et unicité. Et ça, c'est valable pour toutes les règles de sémantique HTML5. Donc là, pour des développeurs, c'est un peu fastidieux parce que c'est pas le plus fun à coder. Et là, nous, ce qu'on a trouvé qui peut être utile, c'est d'intégrer des outils dans son processus de validation qui vient checker ce genre de choses pendant toute la phase de développement pour éviter d'avoir une phase en fin de projet ou juste avant un lancement où on doit se retrouver à corriger à la main toutes ces petites erreurs de sémantique. Et pour info, cette extension, elle permet de vérifier, donc de spotter d'autres erreurs type oubli d'URL canonique, oubli de métadescription, etc. Autre bonne pratique, où on a aussi fait l'erreur, c'est de mettre un maximum de liens dans le document. En fait, on l'a vu sur la slide qui présente le processus d'indexing. Le crawler va récupérer le document HTML et le parcourir à la recherche de liens. Et tous les liens qu'il trouve, il va les rajouter à la queue qui va ensuite dépiler. Et ce seront des URL qui seront crawlés dans le futur. Et vous avez tout intérêt à faire en sorte que vos URL soient crawlés le plus souvent possible. Donc il faut éviter de reposer sur une navigation qui se fait via du JavaScript, notamment via des boutons et via des on-click. Et pour ça, donc, encore une fois, le framework Next a un composant qui est pratique, c'est la balise lien, qui vous permet de wrapper un élément A. Vous aurez toujours un élément A dans le DOM, mais ça vous permet également de profiter de fonctionnalités de performance qui sont offertes par le framework, et notamment le fait que au hover ou lorsque le lien apparaît dans le viewport, le navigateur va automatiquement télécharger le JavaScript, le CSS de la page vers laquelle le lien mène, ce qui fait que lorsque l'utilisateur clique sur le lien, la navigation se fait quasiment instantanément. Donc il y a pas mal de choses. Le SEO, c'est un domaine assez complet. Là, on a vu les URL canoniques, les titres H1, H2, les métadonnées. Il y en a plein à tel point que certains ont eu l'idée d'en faire un tableau périodique des éléments. Il y a un quatrième élément qui est super intéressant, c'est la perf. Et la perf, c'est important pour bien scorer dans les résultats de recherche. Et pour ça, un bon proxy pour savoir si vous êtes en train de réussir en cours de développement, c'est le Score Lighthouse, qui est un outil développé par Google également, qui a un score sur 100, et qui se décompose en 6 sous-métriques. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais une qui est particulièrement fortement pondérée dans le calcul de la métrique, c'est le LCP, le Largest Contentful Paint, qui est le temps de chargement du plus grand élément à l'écran. Donc il va vérifier, donc c'est toujours placé du côté de l'utilisateur, mais l'idée c'est de vérifier que le contenu important pour l'utilisateur est chargé rapidement, et rendu même à l'écran rapidement. Une autre qui est intéressante et fortement pondérée, c'est le TBT, le Total Blocking Time, qui va mesurer à quel point l'utilisateur peut interagir avec la page pendant qu'elle est en train de charger. Si vous voulez le détail du calcul, c'est la somme de tous les petits instants supérieurs à 50 millisecondes pendant lesquels la page ne répond pas, et pendant son chargement. Quelque chose qui va énormément impacter la perf quand on fait du Next, c'est le choix du mode de rendu. Avec le framework, on peut choisir 3 modes de rendu différents. On a la génération statique, le SSG, la régénération statique incrémentale, l'ISR, et le rendu côté serveur, le SSR.
server-side rendering. Petit récap de ces trois modes de rendu qui sont assez différents les uns des autres. En SSR, donc le mode de rendu le plus connu, le HTML va être généré à chaque requête de l'utilisateur. Donc le navigateur demande le document, ça tombe sur le serveur Next qui va exécuter des fonctions JavaScript, générer le HTML associé à la page et renvoyer toutes les assets statiques, donc HTML, CSS, JavaScript. Et le HTML est autosuffisant, c'est-à-dire qu'il permet d'afficher toute la page à l'utilisateur avant qu'elle soit hydratée, c'est-à-dire que le JavaScript prenne le relais et que la page devienne interactive. Ensuite, on a la génération statique. Et là, le HTML n'est pas généré lorsque l'utilisateur demande la page, mais au moment du build de l'application. Donc vous mergez votre code, l'application se build, tous les fichiers statiques sont générés, HTML, CSS, JavaScript. Ils sont mis à disposition généralement sur un système de stockage type S3 sur AWS et servis par un CDN. Ce qui fait que lorsqu'un utilisateur demande la page, on lui sert toujours les mêmes assets statiques et c'est très performant puisque c'est servi directement depuis le CDN sans temps de calcul. Et enfin, troisième mode de rendu, un peu hybride, donc la régénération statique incrémentale. Là, on ne génère pas forcément le HTML au build, mais lorsque le premier utilisateur demande la page. Ensuite, tous les utilisateurs qui arrivent ensuite se voient servir la page qui a été mise en cache. Et au-delà d'une durée de cache que vous pouvez configurer, le serveur Next va savoir qu'il va devoir régénérer le HTML. Donc le premier utilisateur qui arrive après la durée de cache se voit servir la page cachée, mais ça trigger en asynchrone la régénération du HTML pour les utilisateurs suivants. Un truc super cool avec Next, c'est qu'on peut configurer ces modes de rendu par page. Et donc la question du choix du mode de rendu, elle se pose assez fréquemment lorsqu'on développe une application en Next. Donc il y a un petit arbre de décision qui est assez pratique pour savoir quel mode de rendu choisir. Première question à se poser, c'est est-ce que je dois avoir un contenu qui est à jour à tout instant? Si c'est le cas, pas de choix, il faut partir sur du server-side rendering et générer le HTML à chaque fois qu'un utilisateur demande la page. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, il y a une deuxième question à se poser, c'est est-ce que le contenu, le contenu à servir à l'utilisateur est spécifique de la requête? Si c'est le cas, encore une fois, il faut partir sur du server-side rendering parce qu'on a accès à cette information qu'au moment de la requête. Donc il faut générer le HTML à chaque fois. Si ce n'est pas le cas, là, on peut optimiser la perf et choisir la génération statique ou la régénération statique incrémentale. Donc en pratique, comment ça marche? Ça se fait hyper simplement au moyen d'une fonction qu'on déclare dans le même fichier de code que la page, qui est en fait un composant React. En SSG et ISR, la fonction c'est getStaticProps. Et en SSR, ce sera du getServerSideProps. La seule chose qui change entre SSG et ISR, c'est qu'on configure une durée de cache qui se fait hyper simplement dans le retour de la fonction avec un attribut revalidate. Ce qui est un peu marrant avec Next, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de faire sous le capot, c'est de l'infrastructure as code. Là, on est en train de paramétrer un comportement de cache sur un CDN. Et ça se fait hyper simplement en une ligne de code. J'ai rajouté cette slide parce que la version 13 de Next est sortie il y a quelques semaines. Et il y a pas mal de choses qui changent. Alors l'ancien mode est encore supporté, mais potentiellement dans le futur il disparaîtra. Et ce que fait le framework maintenant, c'est de déterminer le mode de rendu de la page automatiquement et intelligemment en fonction de ce que vous avez mis dans le code de la page. Donc bon, le développeur a moins de questions à se poser, mais d'un point de vue performance, et puis les comportements sont tellement différents que, à mon sens, il faut quand même avoir très clairement en tête le petit arbre de décision pour savoir ce que fait Next sous le capot. Donc typiquement en SSG, il va voir un fetch dans votre page. Si vous avez mis l'option de cache force cache, qui est l'option par défaut, le résultat sera caché et toute la page sera en génération statique. Si vous mettez l'option revalidate, il saura qu'il faut opter pour de l'ISR. Et le server-side rendering se fera lorsque vous avez soit l'option de cache noStore, soit lorsque vous utilisez une fonction que Next considère comme dynamique.
c'est-à-dire dont le résultat n'est connu qu'au moment où l'utilisateur fait la requête. Donc par exemple un accès aux cookies, aux query param ou aux headers. Il y a un petit repo qui est sorti, qui a été mis au point par Vercel. C'est un petit playground qui permet de découvrir facilement la version 13 de Next qui change beaucoup de choses. Les modes de rendu, c'en est une, mais il y a pas mal de choses qui changent, notamment beaucoup d'ajouts de features. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. C'est assez didactique, enfin, c'est un site web et vous avez vraiment toutes les features de la nouvelle version qui sont présentées via des éléments d'UI à l'écran. Donc si on revient à la perf, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction du mode de rendu qu'on choisit, il faut faire plus ou moins d'optimisation. Notamment si on opte pour le SSR, en fait cette fonction qui est exécutée côté serveur Next, elle sera exécutée à chaque fois qu'un utilisateur demande la page. Donc s'il y a des sous-optimisations qui sont faites dans ces fonctions, ça va impacter très fortement la perf et notamment plusieurs sous-métriques du score Lighthouse. Donc là par exemple on a deux calls qui sont faits. Ils ne sont pas faits en parallèle alors qu'ils ne dépendent pas l'un de l'autre. On a un call, donc le plus rapide prend 0,3 secondes. Ça va impacter de 0,3 secondes le chargement du premier élément, du plus grand élément, le time to interactive. Donc c'est pour ça que le mode de rendu est hyper important, c'est que les besoins d'optimisation de ce qu'on code sont différents selon le mode qu'on choisit. Alors bien sûr, les modes de rendu, c'est loin d'être le seul facteur qui va impacter le score Lighthouse. Comme sur n'importe quelle page web, la quantité de JavaScript téléchargée par le navigateur, c'est hyper important. Et là-dessus, il y a des petites choses sur lesquelles il faut faire attention quand on utilise les composants tout faits de Next, notamment le composant lien. Le composant lien, par défaut, il va, dès que le lien apparaît dans le viewport, préfetcher, comme je le disais, le JavaScript, le CSS de toutes les pages vers lesquelles mène le lien. Donc si vous avez une page qui comporte énormément de liens, en fait, vous allez préfetcher énormément de JavaScript et donc dégrader potentiellement les perfs à la première arrivée sur la page, mais c'est ce que verra le crawler. Un truc assez marrant aussi, c'est l'optimisation du LCP. Là, on a un exemple classique de page où la home comporte un énorme élément qui est une image, qui sera donc le candidat au LCP. Cet élément, on a tout intérêt à ce qu'il charge le plus vite possible. Du coup, si c'est une image, il ne faut surtout pas la lazy loader. Et par défaut, c'est ce que fait le composant image de Next. Donc pareil, il faut être assez vigilant. Il faut bien penser à préloader l'image si c'est le candidat au LCP pour faire en sorte qu'une petite balise link de preload se retrouve dans l'entête de notre document et pour que l'image soit chargée avant même qu'elle ait été découverte dans le HTML par le navigateur. C'est déjà le moment de la conclusion. S'il y avait 3 choses à retenir, la première, c'est qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les différents modes de rendu en Next. Et si possible, vaut mieux privilégier la génération statique, puisqu'on évite à l'utilisateur tout le temps de calcul côté serveur pour générer le HTML. Pour s'éviter des frayeurs, c'est pas mal aussi d'intégrer la réflexion SEO dès le début des développements. Ça évite d'avoir énormément de rework à faire juste avant un lancement. Et bien s'outiller, donc il y a pas mal d'outils sur le net, pas mal sont payants, mais il y a par exemple l'extension Chrome Meta SEO Inspector dont j'ai parlé qui est pratique. Elle permet à un PO ou à un développeur de valider que le comportement est bien le comportement attendu sans trop de difficultés. Et enfin, utiliser à foison tous les composants mis à disposition par le framework. Ils permettent de gagner du temps. Faut juste être conscient des valeurs par défaut qui sont utilisées par les différents composants parce que dans certains cas, pour des soucis de perf, il faut dévier de ces valeurs. Et c'est tout. Merci beaucoup.